vous m'entendez bien. Ça reste très particulier de parler dans un micro avec un masque. Donc, on va essayer d'avancer comme ça. Bienvenue pour cette dernière session de la journée. N'oubliez pas, après, il y a une petite bière. Alors, ça vous motivera peut-être à rester jusqu'au bout ou à partir un peu plus tôt si la valeur se trouve à l'extérieur de cette salle. Alors, au tout début, ce qui est très important pour moi, c'est de remercier l'ensemble des sponsors. On le répète, mais la réalité, c'est que ce genre d'événement, et je pense aux orgas, je pense aux bénévoles, je pense à tous ces gens qui font que cet événement est une réalité. Donc, je pense bien fort à eux. Je vous invite à vraiment tous les applaudir et à faire des clics en ligne aussi pour ceux qui sont à distance. Je voudrais aussi remercier les autres orateurs. C'est chouette de pouvoir venir aussi s'inspirer toute la journée. Il y a eu des très, très belles confs. Donc, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans ces moments-là. Rapidement, je m'appelle Simon. Je suis un Cocan. C'est une petite société rennaise. On est 3. Je reviens tout juste d'Asie. Alors, il y a 1 an, pour ceux qui étaient à Agile Grenoble en ligne. Alors oui, certains étaient tristes de devoir le faire à distance. Pour moi, c'était une très belle opportunité parce que j'ai pu me joindre à vous et faire la keynote de là-bas. Et c'était un superbe événement. Alors, je sais pas, je check, le son passe bien. Tout va bien? Ok, super. Voilà, si vous voulez en savoir plus, on boit une bière après, avec grand plaisir. Je souhaiterais en profiter, vu qu'on parlait de super-héros ce matin, de remercier Alex, qui est une de mes vraies inspirations et qui je travaille assez régulièrement et qui m'aide à grandir tous les jours. Alors, bien entendu, pour l'agilité, pas pour la moustache. Alors, l'effet un peu moins buff avec le masque. Donc, je me suis permis de me présenter sans masque à vous. La réalité, c'est que le mois de novembre, alors c'est pas pour Agile Grenoble, mais c'est chaque année, je participe à Movember. Donc, s'il y en a qui connaissent la concaténation de moustache et November, mouvement australien et qui, moi, me parle beaucoup et qui me permet de m'investir. Alors, ma femme m'en veut toujours en novembre, mais la réalité, c'est que c'est pour une bonne cause, donc on avance ensemble. Voilà, c'était important pour moi de vous partager ça aujourd'hui. Donc maintenant, on va parler de parties prenantes. Alors, juste une petite chose que je voulais vous partager en commençant, c'est je préfère m'excuser parce que j'ai pris des remarques l'année dernière sur le fait que j'utilise des anglicismes de temps en temps avec un bel accent français, mais des anglicismes quand même. La réalité, c'est que ça a été très, très dur pour moi de préparer puisque c'est une conférence que j'ai déjà jouée en Asie. Et donc, je suis beaucoup plus à l'aise avec la notion de stakeholder que de partie prenante. Donc, mes excuses si de temps en temps, il y a un peu d'anglais. J'ai vraiment essayé de franciser un maximum, traduire le max que je pouvais. Ça a été bien long, mais les références restant en anglais. Très bien. Donc, au début, ce qui est important pour moi, c'est d'être tous d'accord avec la notion de vocabulaire. En Agile, le souci, c'est qu'on n'est souvent pas très aligné sur ce qu'on veut dire. Donc, je vais utiliser, Romain vient juste de faire une super présentation sur le Product Ownership et à parler de Kanban. On va remonter le flow. Donc, la transformation, j'espère qu'on pourrait être aligné sur cette définition. On va passer d'un état à un autre. Et ça, c'est ce qu'on recherche de temps en temps. Alors, je vous invite à être un peu plus ouvert parce que certains n'aiment pas ce vocabulaire. Si vous n'aimez pas transformation, utilisons transition, changement. En tout cas, c'est important pour moi de se dire qu'on va essayer de changer les choses. OK ? Ensuite, pierre angulaire. Alors, pierre angulaire, c'est bien en français. Alors, j'arrivais pas à trouver de traduction en anglais. Mais la réalité, c'est que dans cette définition, je vous invite à garder en tête la notion de système. On fait partie de plein de systèmes différents, que ce soit le système de l'équipe, que ce soit le système de l'organisation, du produit. Et donc, il est extrêmement important de se dire un changement, pourquoi, pour quel système. Enfin, une définition que j'ai tirée du PMBOK. Alors, je ne sais pas dans la salle s'il y en a qui connaissent beaucoup le PMBOK. Ah, quand même. Alors, le PMBOK, en fait, c'est une référence du monde du project management qui vient du PMI. Alors, en Agile, de temps en temps, pendant quelques années, on essayait de se faire de la place. Donc, on disait, ouais, le project management, c'est comme si nous, en Agile, on est différents. Je vous invite vraiment à aller regarder ces ressources-là. Il y a énormément de belles choses, notamment sur la gestion humaine, des choses dans les projets. La seule chose que j'ai voulu rajouter dans leur définition, c'est la notion de produit
et d'expérimentation qui, pour moi, dépasse le cadre juste du projet. Voilà, donc est-ce qu'on est à peu près aligné sur la définition de partie prenante? Ok, génial, je veux des validations. En haut, en ligne, je ne peux pas checker, mais je pense fort à vous. La réalité, c'est pourquoi cette session. À Singapour, je manageais une équipe de 18 coachs. Des gens très, très qualifiés, des coachs agiles, des coachs pro, des coachs produits. Et il y avait donc Lucie, j'ai changé le nom parce que je n'ai pas envie non plus de faire trop de pointage. Lucie, excellente coach, qui finalement s'est retrouvée chez un client. Ce client lui a fait un brief au début de la mission, on va appeler ça comme ça. Et finalement, au bout de 3 mois, je reçois l'appel de ce client qui me dit qu'il veut la sortir. Pourtant, elle a engagé beaucoup de choses avec ce client, avec les équipes de ce client. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à aucun moment, elle est revenue vers lui, elle a montré les choses. Il y a eu vraiment un effet tunnel dans la transformation elle-même. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà de vous retrouver dans cette situation où vous ne synchronisez pas les bonnes personnes. Alors oui, l'équipe est au courant, etc. Mais il y a pas mal de gens tout autour qui ne le sont pas. Et c'est en constatant ce genre de choses, alors qu'il y a la qualité de coaching, il y a les compétences organisationnelles, il y avait tout ce qu'il fallait de bien pour accompagner le client, je me suis rendu compte que finalement, il y avait des manques dans la manière de manager le système, la manière de remonter l'information, la manière de partager, la manière d'embarquer des gens qui, de base, pouvaient être en objection avec l'accompagnement. Je vous regarde, les fins de journée, je vois des yeux fatigués, mais je veux m'assurer que je ne vous endors pas trop vite. Et en tout cas, cette histoire-là m'a fait dire il va falloir que je parle un petit peu avec mon équipe et que je leur dise voilà, dans quel système êtes-vous et pour qui vous travaillez, et que ce soit en interne ou en externe, finalement, vous posez la question de comment vous abordez le changement et comment vous le communiquez, comment vous embarquez les gens dans votre organisation. La deuxième chose, et elle vient en plus d'une réflexion que j'ai eue à un moment donné, c'était une phrase, quand on accompagne, moi j'accompagne pas mal de startups aujourd'hui, et il y a une phrase qui est en anglais, alors là, je n'ai pas traduite parce que je la trouve vraiment géniale en anglais, c'est Don't fall in love with your product, fall in love with your customer. Et l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les produits qu'ils développent, mais qui oublient finalement le customer. Tout à l'heure, j'étais dans une conférence où j'ai beaucoup aimé, où finalement, on se dit comment on interviewe un peu mieux les utilisateurs, les customers, de telle manière à vraiment avoir de la valeur. Vraiment vérifier que ce qu'on fait apporte de la valeur à quelqu'un. De la même manière, je l'ai transmise, mais je l'ai traduit dans les environnements de parties prenantes. C'est ne tombez pas en amour pour tout ce que vous faites, tout ce que vous aimez, toute la passion que vous avez, mais venez en permanence retravailler avec vos parties prenantes, mais les plus importantes. Donc, il va y avoir cette notion de prioritisation. Fin de journée aussi pour moi. Donc, un point d'attention, et ça c'est essentiel dans le management des parties prenantes, c'est votre relation à votre ego. Je ne sais pas combien il y a d'acteurs de changement dans la salle, mais généralement, il y en a pas mal dans les conférences agiles. Je vais checker. Combien de personnes dans cette salle se considèrent comme des acteurs de changement? Ok, il y en a pas mal, donc c'est chouette. La réalité, c'est quand on vient et on veut amener le changement, il y a une passion, on amène beaucoup de choses et de temps en temps, ça bloque. Ça bloque et on se dit, alors le pire des situations, c'est pas moi, c'est eux. Ça arrive. On s'épuise. On n'arrive pas à embarquer les gens et puis finalement, on va changer de contexte. Donc, je ne sais pas si vous vous retrouvez un peu de temps en temps dans cette démarche-là au niveau du changement, mais c'est une réalité au niveau des organisations. Donc, il va falloir à un moment donné travailler sur votre ego et essayer de travailler sur votre conscience. Alors, on va y venir, hein, je ne vais pas vous endormir tout de suite. Mais comment faire différemment avec nos parties prenantes? Comment faire différemment? Moi, je vous propose de réfléchir sur 4 axes. La première, qui ne sont pas linéaires, c'est-à-dire que c'est un peu itératif, il va falloir revenir dessus, les systèmes changeants. Il y avait Émilie, à une époque, Émilie Esposito, qui a fait une conf géniale aujourd'hui. On se parlait de vous ajouter, vous retirer un membre d'une équipe, c'est plus la même équipe. Mais il va falloir en général assez retravailler ça en permanence. Il y a des nouveaux acteurs, il y a des acteurs qui sortent, le système évolue et donc la culture évolue. Donc on va commencer forcément à le reprendre de manière linéaire, mais voyez ça vraiment comme
un cycle de questionnement, de validation d'hypothèses autour de connaître ses parties prenantes, prioriser ses parties prenantes, engager-les et puis les manager au fil du temps. Okay. Apprendre à les connaître, je vais vous inviter à les cartographier. Alors, cartographier, c'est pas toujours très simple, mais on peut les cartographier selon pas mal d'axes. J'aime beaucoup le modèle de Salience parce que, au final, vous allez les retrouver partout. Ces parties prenantes et vous allez pouvoir les classer sur 3 axes, la puissance, la légitimité et un peu l'urgence. Et vous allez voir que finalement, en fonction, ils ont des comportements un peu différents. Ce partie prenante que vous n'avez pas mis au courant et qui d'un seul coup va arriver dans la pièce, vous ne m'avez pas mis au courant et on stoppe l'ensemble des activités qui ont été engagées. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont déjà été confrontés par ça, des dominants. Il n'y en a pas du tout dans la société. Voilà, merci. Je me sens moins seul. Très bien. Donc, vous pourriez cartographier vos parties prenantes par rapport au comportement. Je vous invite à le garder pour vous parce que c'est assez... ça peut être un peu jugeant. Donc, c'est un modèle de lecture et qui pourrait vous aider. Vous pourriez aussi les cartographier selon les rôles, les fonctions. Bon, il y en a un deuxième qui est un peu plus parlant, où on va être plus sur la structure, la gouvernance. En tout cas, cartographier de qui on parle, finalement, derrière, quelle gouvernance on va avoir pour les interpeller. Il y a quelques jours, j'ai accompagné un de mes clients qui me dit « Nous avons besoin d'avoir des rencontres pour faire des interviews avec des utilisateurs, mais nous n'arrivons pas à contacter nos utilisateurs. » On s'aperçoit que dans la gouvernance, l'équipe des sales est l'interface unique avec ces utilisateurs-là. Si on n'a pas conscience de cette gouvernance, au bout d'un moment, on ne va pas être capable de montrer les choses vraiment et finalement la gouvernance va nous bloquer dans la qualité de la relation avec certaines parties prenantes. Une plus connue dans le monde de l'agilité, je ne sais pas qui connaît l'histoire du cochon et du poulet. Il y en a quand même quelques-uns assez connus qui souhaitent ouvrir un restaurant d'eggs and bacon aux US et finalement le cochon qui se dit ouais non je vais pas le faire parce que si pour ouvrir ce restaurant je dois me tuer alors que toi tu n'as qu'un œuf à donner. Dans tous vos projets, dans toutes vos organisations, dans tous les produits que vous pouvez avoir, il y a des poulets et des cochons. Et c'est important de pouvoir cartographier un petit peu ces parties prenantes. Je vous donnerai des petits exemples concrets au niveau équipe, l'équipe cœur et les parties prenantes que vous pourriez avoir au début d'un projet ou en cours, de telle manière à clarifier les gens qu'on va avoir dans la sprint review ou des gens qui vont pouvoir nous apporter, des gens qui sont totalement désengagés mais qui devraient être cœur dans la démarche. Vous pourriez, et je sais, cross the chasm, les courbes d'adoption de l'innovation, est-ce que ça parle à peu près à tout le monde, la notion d'innovant, d'early adopters, ce genre de choses? Vous allez avoir des gens qui vont être extrêmement appétents, qui vont vraiment être supporters de la démarche que vous allez pouvoir engager. Et il y a des gens qui vont être complètement qui vont être des sceptiques ou qui vont vraiment créer du frein. Alors, j'aime toujours cette petite anecdote, je la partageais avec des copains agiles un peu plus tôt, où finalement, on se dit... J'étais avec Jürgen Appelo, j'étais assis en train de regarder Jürgen Appelo en train de parler à mes premiers balbutiements, je crois que je n'osais même pas m'appeler coach à ce moment-là, et il demande qui veut poser une question, et celui qui pose une bonne question aura mon livre. C'était au moment de Management 3.0 pour ceux qui connaissent. Et je pose, voilà, il nous présente cette courbe et je dis, mais comment vous managez ces détracteurs? Et il me répond en anglais de manière assez directe, et j'en parlais avec Maxime hier, I kill them. Et je lui dis, ça veut dire quoi? En fait, je ne mets pas d'énergie dessus. Il a élaboré après, mais il dit, je vais mettre l'énergie sur ceux qui ont envie de faire changer les choses, de faire avancer. Regardez un peu dans vos systèmes le nombre d'énergies qui sont mises sur les gens qui ne veulent pas y aller. Et vous verrez que des fois, vous en oubliez les gens
qui, eux, ont envie d'y aller, vous les laissez et en vous disant qu'ils ont le bon niveau d'énergie. Et donc, à un moment donné, ça peut poser des problèmes. Donc, très intéressant de lire un peu votre système avec cette carte-là. On peut commencer à coupler les paramètres en suivant l'intérêt et l'influence. Il y en a qui vont même un peu plus loin. Alors ça, c'est vraiment l'Imperial College of London. C'est vraiment le début des recherches sur les parties prenantes. Et après, vous avez des gens qui ont été poussés un peu plus loin. Alors là, ça fait mal au crâne, mais je vous le passe rapidement. Mais la réalité, c'est qu'on va coupler l'intérêt, l'attitude et le pouvoir, ou en tout cas ce qu'il en est. Donc vous allez cartographier. Je vous invite à choisir celle que vous souhaitez, celle qui vous parle. Mais réfléchissez un petit peu en fonction de là où vous êtes, comment vous voulez cartographier. Et à ce moment-là, le plus important, ça va être de documenter. Vous pouvez utiliser des personas. Vous pouvez aussi, comme je l'ai fait là sur la droite, un programme que j'accompagne, où en début de programme, on a mis un peu tous les acteurs et on s'est aperçu qu'on avait oublié quelqu'un de très très important. C'est les poulets, les cochons, là, ils sont un peu moins beaux, mais la réalité, au cœur, vous avez les cochons, à l'extérieur, les poulets. Et on va venir réfléchir finalement, c'est qui nos cochons, c'est qui nos poulets. Et c'est une vraie discussion d'équipe. Il faut que ce soit co-construit, il faut que les gens participent. Et ça permet, si vous faites des inceptions dans le passé, certains appelaient ça des sprints zéro, ce genre de choses, c'est le bon moment pour avoir ce genre de pratique. Point d'attention, si Aurélien, je ne sais pas s'il est là, je ne crois pas, mais la réalité, c'est que ça va nécessiter de l'investissement. Cartographier, ça prend du temps. Il va falloir que vous passiez un peu du temps, aller voir l'organisation, comprendre la structure, comprendre la gouvernance, parce que cartographier, ça prend du temps. Mais si vous investissez pas ce temps, comme on dit souvent, la partie hypothèse, j'ai un retour son. 1, 2, 3, je vais faire du rap. Donc, la réalité, c'est que si vous n'investissez pas ce temps, il va y avoir la dette. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un certain nombre d'hypothèses non validées et en tant que bon humain, tout ce qui n'est pas validé devient des faits et par défaut devient une erreur potentielle. Maintenant, on va prioriser les parties prenantes. Donc, à partir des cartographies, là, la cartographie de l'Imperial College vous propose déjà une idée de comment réagir en fonction de la typologie de parties prenantes que vous allez avoir, de telle manière à vous poser la question, qu'est-ce que je dois faire, par qui je dois commencer. À mon sens, si vous ne priorisez pas, vous considérez que tout le monde est important à la même échelle. Et c'est une des erreurs, Romain en parlait un peu plus tôt sans le nommer, mais un backlog où on accepte tout, où on ne priorise pas, finalement, à un moment donné, il va y avoir des problèmes. Donc, pour vos parties prenantes, il va falloir les prioriser. Je voulais vous partager en fait une petite loi des 3 ans qui est basée plus sur l'expérience que j'ai trouvée et que j'ai fait valider par un certain nombre. Mais vous me direz si ça vous parle. J'en parlais avec Alexis Monville ce matin et il me disait ça s'applique pour les grandes organisations où vous avez les directeurs qui tournent sur des cycles de vie de 3 à 5 ans. Je ne sais pas s'il y en a à qui ça parle. Dans pas mal de grosses boîtes, vous avez des rotations. Et donc, pour prioriser, moi, ce que je fais maintenant, c'est je pose des questions simples dans les premiers one-to-one que je vais avoir avec les parties prenantes et je leur demande depuis combien de temps êtes-vous dans votre rôle? Parce que généralement, et c'est bête à dire, mais un directeur qui vient d'arriver a une volonté de montrer, essaye d'expérimenter, essaye de faire des choses. Généralement, a du budget et a envie. La deuxième année, en général, il a envie d'avoir du retour sur investissement. Donc, ça commence à être déjà un peu plus dans la com. Il y a des exigences qui sont un peu plus fortes. Et la dernière année, j'ai eu toujours beaucoup de mal à avoir des expérimentations. Parce que l'objectif, et c'est un peu, enfin, je suis un peu pessimiste là-dessus, mais je ne sais pas si ça résonne chez vous. Mais la réalité, c'est que la dernière année, on veut montrer une patte blanche ou des super bons résultats. Et donc, on ne va plus rien expérimenter aux limites qui pourrait mettre en exergue un échec qui ne valoriserait pas la prochaine expérience. Certains parlent aussi ils ne sont plus dans leur responsabilité, ils sont déjà dans la prochaine. Je ne sais pas si ça parle à certains. En tout cas, c'est une réalité. Ça ne marche pas le son. J'adore les... Non, il est coupé.
Alors maintenant, j'ai perdu ma souris, j'adore. Ok. Ensuite, une autre question bête, mais elle est réelle dans les organisations. Qui est-ce qui paye? Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà retrouvés avec un certain nombre de gens qui finalement ne payaient pas. Enfin, on a des très belles interactions et au final, on n'a pas le budget. Et on se dit, maintenant, on y va. Ah, attends, il faut que j'aille valider je ne sais plus quel niveau. Et donc, finalement, c'est difficile d'avancer. Donc, après, on va essayer d'aller sur comment on les engage. Comment on les engage. Et là, je vous invite tous à cultiver un certain nombre de choses, la partie coaching et facilitation. Donc, j'aime beaucoup l'idée d'engager individuellement et soutenir collectivement. Les parties prenantes se doivent d'avoir un respect face à face, un développement d'une relation personnelle. Et en même temps, il est important de les investir dans un système qui est plus collectif. Et donc, la facilitation, je ne sais pas s'il y en a qui aiment ça, mais en tout cas, je suis assez passionné, mais c'est comment on fait émerger l'intelligence collective. Et la réalité, c'est que des exécutives peuvent aussi participer à des ateliers facilités. Donc, je vous encourage à vraiment le faire. Et en même temps, travailler sur des techniques. Alors là, je ne vous demande pas d'être coaching au sens coaching pro individuel. En tout cas, toutes les techniques, les compétences qui sont induites par cette typologie de rôle pourraient être intéressantes. Alors, pour faire un tout petit zoom, c'est quel est son besoin. C'est bête, mais la réalité, c'est on a beaucoup de parties prenantes et des fois, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils vont avoir à gagner dans l'histoire. Si je reviens sur la petite présentation dont je parlais tout à l'heure, finalement, sur le cas de cette personne marketing qui souhaitait rencontrer des utilisateurs, mais il y avait des sales, dans la partie coaching qu'on a eu ensemble, et sans dévoiler beaucoup plus que ça, à un moment donné, je lui ai dit, mais tu demandes à cette personne-là de donner accès à quelqu'un dont ils sont garants de la relation dans leur responsabilité. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont, eux, à gagner à ce que toi, tu accèdes à cet utilisateur? Et ça, c'est extrêmement important. Là, c'est un petit peu mieux. Non, j'ai toujours l'écho. Ouais, bon, c'est pas bien grave, on va avancer. Donc, la réalité, c'est développer l'écoute. Alors moi, je parle beaucoup. Ça a été un gros travail de développer l'écoute. C'est pas forcément natif. C'est quelque chose qu'il va falloir faire, se mettre en disponibilité, d'être vraiment présent. J'avais des belles images là-dessus. Une image en anglais, j'ai retiré où on voit quelqu'un, vous voyez, je vous écoute parce que je bouge la tête régulièrement. Non, c'est vraiment être présent, écouter, synthétiser. Et puis derrière, vous allez pouvoir répéter. Donc ça, c'est des techniques de coaching. Répéter ce qui a été clarifié de telle manière à avancer. Aller un petit peu plus loin dans le questionnement. En anglais, on utilise beaucoup le what else, qu'est-ce que vous allez, et quoi d'autre, ce genre de choses. Et surtout, à la fin, documenter. Quand je fais des sessions avec des parties prenantes, en général, ils reçoivent derrière. Alors, j'aime beaucoup la facilitation graphique, il y en a pas mal d'acteurs ici, mais un petit document qui résume un peu ce qui a été décidé, comment on avance, les prochaines étapes, ce genre de choses. Mais toujours ancrer une documentation qui va vous permettre d'incrémenter sur la relation. Sur la gauche, je vous ai mis une petite ressource qui permet pour ceux qui ne seraient pas encore, ou qui ne souhaitent pas, d'ailleurs ça arrive, hein, c'est bien, dans des cheminements de coaching personnel, mais vraiment l'art de poser des questions. Je pense que ce n'est pas que les coachs pros qui doivent travailler dessus. Et quelles sont les bonnes questions, des questions plutôt ouvertes, des questions qui, en anglais, on n'appelle pas de leading questions, ce n'est pas des questions dont la solution est induite, mais vraiment une vraie curiosité pour essayer de comprendre ce qui se passe. Point d'attention, encore une fois, beaucoup de préparation. De la même manière, on parlait un peu plus tôt des interviews utilisateurs. Je vous invite à vraiment préparer. C'est des choses, si vous arrivez un peu en mode bonjour, on se pose, on discute, vous allez certainement perdre beaucoup dans l'histoire, et notamment, ça va se sentir. Je ne sais pas où vous en êtes aussi sur la notion, là c'est plus collectif cette fois-ci, sur la notion de value stream, mais c'est vraiment poser des questions, voilà, vous, partie prenante, où en êtes-vous sur votre value stream, quelles sont les différentes étapes qui amènent de la valeur. Et ce n'est pas que au niveau produit. Belle sonnerie.
Derrière, cette mise en place de la value stream va permettre vraiment des conversations qui vont vous permettre de réduire le nombre d'hypothèses, et notamment s'il y en a qui aiment le Lean, ou en tout cas le Toyota, tout ce qui vient de Toyota, il y a beaucoup de choses qui vont permettre d'être engagées en ayant ce genre d'atelier collaboratif autour de la value stream. Je vais un petit peu vite, mais je vous invite vraiment à aller regarder sur la notion c'est quoi une value stream, comment on la rend, enfin, rendre les choses visuelles pour moi, c'est ce qui caractérise l'agile. Ce que j'aime dire, c'est si votre système est un peu pourri, je suis désolé pour le vocabulaire, avec l'agilité, ça va vous montrer qu'il est pourri. Ça ne va pas vous montrer qu'il est génial et que tout va être solutionné. Donc, rendre les choses visuelles, ça vous donne deux options. Un, de ne rien faire, mais en conscience. Deux, de engager des petits pas pour avancer et l'améliorer. Donc, derrière, ça vous permet d'aborder des notions, des discussions autour de l'amélioration continue. Ça vous permet d'aborder les notions de déchets, de gâchis, qui sont vraiment des choses fortes dans le Lean. Ensuite, cette fameuse vision, c'est assez rigolo de commencer à questionner, à discuter autour de la vision. Là, je vous ai mis un petit visuel de mon collègue Aurélien Morvan qui utilise des techniques de solution focus pour essayer de questionner à 3 ans c'est quoi cette lune idéale dans laquelle vous voulez évoluer. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et finalement, qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en place pour faire un cran de plus dans cette direction. C'est des vraies conversations que vous pouvez avoir les parties prenantes de manière collective et individuelle. Ce qui est toujours très intéressant, c'est de voir quand vous avez dans un même board un certain nombre de parties prenantes qui n'ont pas du tout la même vision. Alors après, ces consultants, vous pouvez amener que si le leadership, entre guillemets, n'a pas une vision commune, comment les gens en dessous, les gens qui travaillent dans le cadre de cette vision, pourraient se retrouver. Et ça mène des vraies bonnes discussions. Alors attention à l'ego, encore une fois, et à la manière dont vous allez l'amener, mais parlez, discutez de la vision, allez-y doucement, et progressivement, vous allez pouvoir clarifier si nécessaire. C'est bête à dire, mais la communication devient clé dans la relation avec l'ensemble des parties prenantes. Je constate très régulièrement, et je vais prendre l'exemple d'une équipe Scrum, par exemple, où finalement, malheureusement, un des patterns, et j'étais dans votre session un peu plus tôt, on a, alors c'était pas sur la review, mais sur le planning, mais la réalité, on a des gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et donc, quelle est la bonne granularité de communication? Si je prends donc la sprint review, des PO qui parlent aux équipes, l'ensemble des parties prenantes ne sont pas au courant, ne savent pas ce qui se passe. Essayez de communiquer, évaluer la qualité aussi. J'entendais juste la session d'avant, envoyez-nous des feedbacks, et j'adore parce que ça a été conclu par quelque chose qui est très bon. Le feedback est un cadeau, il ne coûte rien. Et ça nous aide beaucoup à grandir. Donc, travailler vraiment cette chose-là, de telle manière à ce que la communication apporte de la valeur. La réalité, c'est qu'en communiquant, vous allez développer la relation avec le parti ou les parties prenantes. Okay, la partie, d'ailleurs. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que tous les acteurs de changement doivent commencer à travailler sur eux-mêmes. Alors, on dit souvent développer le leadership. Moi, je vais parler de 3 types d'intelligence. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent la notion d'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si ça parle l'intelligence culturelle et l'intelligence spirituelle. Donc, je vais juste faire un petit laïus là-dessus. L'intelligence émotionnelle, donc c'est un rapport à vos émotions. Alors là, au lieu de rentrer dedans, je vous laisse lire. Je vais juste vous inviter à faire une petite technique. Alors, cette roue des émotions, juste considérer qu'on a un vocabulaire extrêmement pauvre sur les émotions. Si vous questionnez n'importe qui sur cite-moi des émotions, en général, vous allez vraiment garder, alors je ne sais pas si ça marche, c'est pas grave, en tout cas sur le cercle à l'intérieur, c'est très limité. Pour faire travailler les gens sur les émotions, vous leur donnez cette petite, vous tapez Wheel of Emotion, roue d'émotion sur Google, vous allez la trouver tout de suite. Vous leur demandez de l'imprimer. Et à chaque fois qu'ils vont dans des réunions, qu'ils avancent, vous leur demandez de mettre un petit point sur les émotions qu'ils rencontrent dans la journée.
Et vous allez voir qu'ils vont progressivement développer cette relation à cette émotion et donc travailler sur leur intelligence émotionnelle. Étonnamment, ça va impacter aussi les relations aux autres. Je vous invite à tous de travailler là-dessus. Moi, ça a été un vrai travail que j'ai eu dans les 2 dernières années. Et là où, au niveau du management 3.0, ils ont une petite fiche qui explique très très bien et vous, en tant qu'acteur du changement, vous l'emparez. La deuxième, je vais la raconter sous forme d'une histoire pendant que je vous invite à lire. À mon premier voyage en Chine, je coachais des équipes à Shanghai. Mon client m'invite dans un très bon restaurant où enfin pour ceux qui aiment le canard, s'il y a des végétariens, je suis désolé, l'histoire, c'est avec le canard. En tout cas, canard laqué, j'arrive, on se met à table. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec la manière dont on mange en Chine. C'est des grands plateaux, les plateaux tournent, on partage tout l'ensemble de la nourriture. Et je commence à manger. Pour être très franc, vous pouvez le voir, je suis assez gourmand, ça s'engage pas mal. Je mange, je finis mon assiette, on me resserre. Je finis mon assiette, on me resserre. Je commence à me sentir mal, on me resserre. Je finis mon assiette et là, je me tourne vers mon client et je lui dis « mais j'ai plus faim ». Et là, il m'explique qu'en Chine, en fait, pour quelqu'un qui invite, il faut toujours laisser l'assiette à moitié pleine pour caractériser que la personne a bien mangé. Moi, j'avais en tête ma grand-mère. Je ne sais pas si votre grand-mère était pareille, mais qui m'a toujours dit que pour être poli chez les gens, il faut finir son assiette. Donc, c'est une petite histoire peut-être anecdotique, mais j'espère qu'elle vous parle pour vous dire que maintenant, on vit de plus en plus dans des projets qui dépassent le cadre culturel. Je viens de Bretagne. La culture ici est différente qu'en Bretagne. On n'est pas trop loin. Mais la réalité, c'est, par exemple, on ne dit pas crêpe à Rennes, on dit galette, et ça peut choquer. Mais travailler un petit peu sur... il se passe quelque chose, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. L'intelligence culturelle, c'est de se dire, je ne comprends pas, il y a des codes que je n'ai pas. Et au lieu de s'arc-bouter dans ma vision du monde et celle qui s'applique, commencez à vous poser des questions et commencez surtout à poser des questions. Donc la culturelle intelligence, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise avec l'ensemble des parties prenantes, de mieux les comprendre et vous permettre de naviguer dans la complexité culturelle des organisations. L'intelligence spirituelle, alors là, on commence à aller un cran plus loin, mais l'intelligence spirituelle, alors je ne sais pas, moi j'ai un fils qui a 9 ans, vers 9 ans, et au moment de l'adolescence, c'est là où vous allez avoir des enfants qui commencent à dire c'est pourquoi on meurt, pourquoi on est sur Terre, et qui peut créer énormément de stress chez un enfant, chez un adolescent, et de temps en temps, c'est un rapport à l'incertitude. Et donc, développer votre intelligence spirituelle, c'est essayer d'être un chouïa plus rassuré face à l'incertitude. Alors, c'est très drôle, mais j'ai vu beaucoup d'agilistes extrêmement stressés quand il y a un changement de plan. Je sais pas, je ne veux pas lancer de perche, mais la réalité, c'est qu'il me semble extrêmement important pour un acteur du changement de se dire, bah oui, si mon partie prenante décide de changer et que d'un seul coup, ça revisite l'entièreté de ce que j'y vois, il va falloir que j'accepte et que j'avance. Avec Boutin, ce matin en keynote, parlait de Pascal von Cohen. Je vous invite vraiment à regarder tout ce qu'il a pu faire. Quand ils ont passé de 1 heure à 50 minutes, ça a changé vraiment la face du monde de beaucoup d'agilistes qui, d'un seul coup, se sont dit non, je ne veux pas. Travaillez un petit peu votre capacité à réagir en fonction d'une incertitude qui, d'un seul coup, émerge. Je rentre dans une partie importante qui est manager les parties prenantes et de manière très, très simple, pragmatique. Invitez vos parties prenantes en review. Quand j'étais à Singapour, un des grands chefs m'a dit Simon, quelle métrique on pourrait mettre en place pour la business value? Alors, tout le monde en parle, Romain en parlait, c'est pas si évident à mesurer. Et la première chose que j'aurais dit, c'est avant de mesurer la valeur qu'on apporte à nos clients, finalement, on va commencer par mesurer le nombre de parties prenantes qui sont présentes dans les reviews, dans les démos. Et on s'est aperçu que sur 130 équipes, il y en avait 4 qui avaient des gens qui étaient hors l'équipe. Donc, ça s'appelle l'agilité dans les silos, ou du VRUM, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, la réalité, c'est comment on les invite. Après, ils sont libres de ne pas venir, mais inviter
le pouvoir de l'invitation est vraiment important. Ensuite, mesurer, mettez en place un certain nombre de métriques. J'ai envoyé un certain nombre d'informations, ça va me permettre d'avoir un certain retour sur investissement, combien de fois je l'ai fait, au bout de combien de temps. Je vous laisse vraiment creuser quelles sont vos métriques, mais c'est extrêmement important de mesurer. Je vais avancer un petit peu. Ensuite, c'est bête, mais vraiment valider vos hypothèses. C'est quoi l'intérêt de la partie prenante d'être dans ce que je fais, mon interaction? C'est bête à dire, mais souvent, on ne le valide pas. On ne va pas avoir la personne et on ne sait pas finalement qu'est-ce que ça va apporter à cette personne. Et puis, c'est quoi sa motivation à nous supporter? Si vous voulez manager des parties prenantes, il va falloir en permanence se poser cette question-là, de telle manière avancée. Développez votre assertivité. Si vous aimez la communication non violente, en tout cas, c'est un outil incroyable. Si vous avez commencé avec la roue des émotions, vous êtes à quelques crans de pouvoir commencer à travailler sur la communication non violente et qui va vous permettre vraiment de faire passer un certain nombre de besoins et de clarifier votre demande. Je ne vais pas élaborer plus là-dessus parce que la communication non violente, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Mais dans votre relation en tant que partie prenante, c'est extrêmement important d'être assertif. On va parler des conflits. Quand on parle de partie prenante, on parle d'interaction unique ou multiple. Alors, quand j'ai repris des études il y a quelques années maintenant, et j'ai notamment étudié la notion de gestion de conflit, dans la relation à l'autre, vous pouvez utiliser la métaphore qui dit finalement, je te prends un exemple parce que ça passe bien, on est en conflit, tu me dis quelque chose qui me blesse, je vais mettre un post-it sur toi. Si je ne dépile pas ce post-it avec toi, les post-it vont s'accumuler et ma réaction vis-à-vis de toi va prendre en compte un certain nombre d'éléments qui sont de la dette. Voilà. Donc, l'encouragement dans la gestion de conflit, c'est trouver les leviers et la communication non violente, encore une fois, pourra vous aider pour dépiler ces post-it régulièrement et qui vont vous permettre d'avancer. Ensuite, l'éléphant dans la pièce, alors c'est la traduction immédiate de la version anglaise, mais nombre de fois vous êtes dans une pièce et personne n'aborde le problème. C'est important de le rendre visible, d'en parler. Alexandre en parlait ce matin dans sa keynote de la même manière. Et puis, clarifier votre mandat. En tant qu'acteur du changement, je vois nombre de gens qui n'ont pas clarifié leur mandat, qui n'ont pas clarifié la relation de travail. Dans le coaching pro, on parle vraiment de c'est important. Il y a ce mandat-là qui est, alors ça prend un autre nom, mais la réalité, c'est qu'il faut vraiment s'asseoir avec votre sponsor, qui est vraiment un partie prenante clé, et vous dire qu'est-ce que tu attends de moi, comment on travaille ensemble, clarifier tout ça. Et puis, alors là, je vais parler plus tous les gens qui ont un jour poussé des choses et qui se sont épuisés. Je ne sais pas s'il y en a dans la pièce, mais en tout cas, moi, ça a été mon cas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a Michael Saota, que je vous invite. Alors, l'image est horrible, mais il est très, très dur à partager ces données. Donc, il a une formation qui est excellente. Et ce que j'ai retenu, en tout cas, moi, c'était de dire, à un moment donné, si vous poussez et qu'il n'y a pas de réaction, il vaut mieux s'arrêter et changer de bataille. En ayant bien cartographié vos parties prenantes, vous saurez où peut-être votre prochain investissement, mais n'essayez pas de pousser, parce que là, vous travaillez avec votre ego, travaillez beaucoup plus sur est-ce que finalement cette personne veut y aller. Voilà. Expérimenter. Alors, Romain faisait une blague sur Ashmoria. Moi, je suis un gros fan d'Ashmoria. Donc, il a lancé cet Experiment Canvas que j'ai traduit en français puisque j'ai fait des ateliers avec des Français qui ne voulaient pas lire d'anglais et qui va rendre visibles les expérimentations que vous allez voir. Et donc, quand vous travaillez avec vos parties prenantes, voilà les expérimentations qu'on va engager. Et donc, ça ne va pas juste se baser sur la confiance. J'ai vu beaucoup d'acteurs de changement parce qu'ils s'exprimaient, ils considéraient qu'ils avaient été compris et qu'ils allaient pouvoir impacter le système. Il faut rendre les choses visuelles, accepter que certaines expérimentations soient immédiatement arrêtées car n'apportant pas de valeur au système. C'est bête à dire, mais on y arrive, comme on arrive sur la fin, à développer des connexions extra-professionnelles. Je me rappelle typiquement un des top managers d'une grande banque à Singapour. J'avais détecté que c'était un Irlandais qui aimait beaucoup le rugby.
Et donc, j'arrivais pas à le rencontrer, à discuter avec lui. Et donc, j'ai cherché à Singapour où les Irlandais regardaient leur match de rugby. Je suis assez fan de rugby aussi. Et j'y suis allé, je l'ai rencontré. Et étonnamment, en parlant de rugby, ça m'a permis d'accéder à un certain. Alors, c'est un peu de la manipulation, j'en conviens. Mais on parle de quelque chose de sain et de constructif. Et essayez d'aller sonder auprès de vos parties prenantes qu'est-ce qu'ils font en dehors du boulot. C'est quand même pas mal de temps que vous y passez. Je voulais finir sur une note, vu qu'on approche de la bière. Je me suis dit, je rajoute celle-là. Donc, en conclusion, je vais vous inviter à vraiment travailler sur comment connaître mes parties prenantes. Toujours les prioriser, parce que ça, c'est l'agile. Si on ne priorise pas, ça veut dire qu'on considère que tout est important. Et tout n'est pas important. Je suis désolé. Ensuite, les engager et la stratégie que vous allez avoir autour de l'engagement. Après, comment je manage tout ça. J'espère que ça vous aura apporté un petit peu de valeur. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vois plein de un peu fatigués. Prenez bien soin de vous. Bonne continuation et puis à bientôt. On se verra autour de la bière et s'il y a des questions, je suis preneur aussi. Ça va Maxime? Ça va? Je voulais te présenter Jessica, c'est une collègue qui travaille à Grenoble chez